Un soir de 1770, Joseph Balsamo, au château de Taverney, révèle à Marie-Antoinette son terrible destin. Elle part pour Versailles, emmenant avec elle Philippe de Maison-Rouge, André et Nicole, véritable sosie de la future reine. Gilbert, frère de lait d'André, part pour Paris. Il est engagé comme jardinier à Trianon. André, plongé par Balsamo dans un sommeil cataleptique, ne peut résister aux assauts passionnés de Gilbert. Il abuse d'elle. Elle attend un enfant. Son frère la somme de tout lui révéler. Mais devant tant d'innocence, il va demander des comptes à Balsamo qu'il croit être le coupable. Balsamo fait parler André devant Philippe. Elle avoue que Gilbert est l'auteur du crime. Balsamo donne 300 000 livres au jardinier si André accepte de l'épouser. Elle refuse avec horreur et elle met au monde un fils. Gilbert, pour se venger, enlève l'enfant, le met en nourrice sous le nom de Sébastien Gilbert et part pour l'Amérique. Louis XV meurt, vive Louis XVI. La reine de France et André sont un soir sauvés par un bel officier de marine qui fait battre le cœur des deux femmes. Le baron de Taverney, aveuglé par son ambition, croit son fils Philippe amant de la reine. Philippe a toutes les peines du monde à détromper son père. Mais la reine retrouve son protégé avec un grand plaisir. Approchez, monsieur de Charny. Sire, permettez-moi de vous présenter l'homme qui a sauvé le Sévère. Soyez le bienvenu, comte. Venez avec moi, je vais vous montrer mes cartes. J'ai suivi votre expédition un jour après l'autre. Madame, lorsque je parlais de vous offrir un certain collier l'autre jour, ne m'avez-vous pas dit qu'il valait mieux donner un navire de ligne à la marine royale? Et vous en êtes convenu, sire. Aussi ne devrait-on pas appeler ce navire le collier de la reine? Le vaisseau sera construit, il portera 100 canons. Et nous l'appellerons le Suffren. Et j'en serai la marraine avec monsieur le bailli. Vive le roi! Et vive le suffrage! Ah oui! Vive le suffrage! Ce neveu du bailli de Suffren est un héros, en somme. Mais oui, madame, à ce qu'il semble. Et comment l'appelle-t-on déjà? Le comte de Charny, je crois. Ah oui. Chevalier, allez donc me chercher le comte de Charny qui nous raconte lui-même ses hauts faits. Monsieur la reine vous prie de venir lui parler. Vous êtes certain qu'il s'agit de moi? Tout à fait certain. Si vous êtes bien le comte de Charny. Je vous suis. Monsieur de Charny, ces dames et moi mourrons d'envie de connaître l'affaire du Sévère dans tous ses détails. Madame, ce qui a été fait a trop peu d'importance pour que la reine y prête attention. Le commandant du Sévère était un brave officier, qui a perdu la tête un court instant. Mais dès qu'elle lui est revenue, il a été le plus brave de nous tous. Vous êtes un honnête homme. D'ailleurs, c'est ainsi que nous vous connaissions. Car Monsieur de Charny n'est pas un inconnu pour nous. Il paraît qu'il peut être aussi indulgent avec les femmes qu'il est féroce avec les Anglais. 2 dames de ma connaissance ont été sauvées par lui d'un grave danger un soir à Paris. Et il a fait plus de 20 lieues dans la nuit pour les conduire en lieu sûr. Madame, les amis de la reine exagèrent mes prouesses. Et surtout la distance. 5 lieues seraient plus près de la vérité, peut-être? Oh, peut-être, mon frère, peut-être, mais figurez-vous que le comte n'a même pas cherché à savoir le nom de ces dames, ni où elles habitaient précisément. C'est beau, n'est-ce pas?
comte, vous êtes un vrai chevalier de la table ronde. Merci, comte. Je ne vous retiens plus. Pour le moment. Il est charmant. Tout à fait. Et il a un sang-froid admirable. Le roi chasse samedi. Nous irons chez Mesmer samedi soir. Si je suivais mon impulsion, je demanderais au comte de Charny de nous accompagner. Mais songez qu'à cet instant, vous vous mettez à sa merci. Oh, oui, vous avez raison. Comme toujours, sage André. Nous irons toutes les deux. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on suit là? Bonsoir, mademoiselle. Il y a longtemps que je vous cherche. Montez. J'espère que je ne vous fais pas peur. À moi? J'en ai vu d'autres. Comment vous appelle-t-on déjà? Oliva. Ah oui. Oliva, comme c'est curieux. Je ne sais quelle idée stupide me traversait la cervelle. Je croyais que c'était Nicole. Non. Oliva. Et vous? On peut savoir votre nom? Il ne vous dirait rien, pour l'instant. Vous êtes très belle, Oliva. J'ai quelque chose à vous proposer. Dites donc, vous me parlez sur un ton. Et si je vous donnais 50 louis par mois, est-ce que vous feriez toujours la pain bêche? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les gagner? Accepter une petite association avec moi et m'obéir en tout. Monsieur, il y a des choses que certains hommes demandent à certaines femmes et que j'ai toujours refusées. C'est parce que vous êtes une femme honnête, je suis au courant. Aussi, je ne vous demande même pas d'être ma maîtresse. Alors quoi? Comment vous trouvez-vous? J'ai du mal à me reconnaître. Dites, vous ne voulez pas me faire quelque chose de dangereux tout de même? Ma chère enfant, vous ne courez aucun danger tant que vous m'obéirez aveuglément. Oh, j'en connais qui se sont retrouvés en prison comme ça, les yeux fermés. Et je ne vous oblige à rien, mademoiselle Nicole. Pardon, Oliva, mademoiselle Oliva. Je ne peux pas vous forcer à gagner 50 louis par mois si ça ne vous fait pas envie. Bon, vous savez bien que j'en ai envie. J'en ai besoin, surtout. Dans la misère où vous m'avez trouvé. Je sais. Je trouve d'ailleurs fort regrettable et plutôt étrange qu'une personne qui a votre tournure en soit réduite à cette extrémité.
Et ce sont les temps qu'ils veulent, monsieur. Mettez ce masque. Vous m'emmenez au bal de l'opéra. Attendez. Nous ne sommes qu'au début de la nuit. Et il y a bien des curiosités à voir à Paris par les temps dont vous parlez. Voici votre masque en vrai. Mettez-le. Oh, comme vous êtes mystérieuse. On ne dirait jamais qu'il y a là-dessous le visage le plus honnête de la cour. Et moi, de quoi ai-je l'air? Pourrait-on me reconnaître? Oh, certes non, madame. Mais on devine sous ce masque beaucoup de noblesse et de beauté. Oh! Puisque nous avons décidé de nous amuser, peut-on en profiter? En sortant de chez Mesmer, nous irons au bal de l'opéra. Que dira le roi s'il l'apprend? Oh, je demanderai à son frère de prendre ma défense. Il sera au bal, lui. Il jurera qu'il ne m'y a pas vu. Je parle du comte d'Artois, bien sûr. Le comte de Provence, lui, il ne sera pas, mais il jurera qu'il m'y a vu. Le gros Provence au bal de l'opéra. Vous imaginez le danseur? Veuillez m'excuser. Le mal n'est pas grand. Il y a tant de monde chez Monsieur Mesmer qu'on pourrait bien s'y faire écraser. À présent, nous ne nous connaissons plus. Où sommes-nous? C'est Monsieur Mesmer, un homme qui fait des miracles. Entrez dans la grande salle et prêtez-vous à l'expérience. Vous serez étonné du bien que vous en retirerez. Voici votre billet d'entrée. Maintenant, vous pouvez ôter votre masque. Ah, avec plaisir. Il fait une chaleur. C'est impossible. En effet, c'est impossible. Quoi, qu'est-ce qui est impossible? Mais que ce soit elle. Mais si. C'est bien elle. Qui, elle? Mais regardez-la donc. C'est la reine.
reine chez Mesmer. La reine, en pleine crise magnétique. Non, ce ne peut pas être elle. La reconnaissez-vous, oui ou non? C'est vrai que la ressemblance est incroyable. Les gens partent déjà. Je sais pas que nous ayons manqué l'essentiel. Nous avons donc manqué la crise. Oh, c'est trop bête. Madame, me reconnaissez-vous? C'est la comtesse de la Modelois. Ah, mais oui. Mais pourquoi êtes-vous si agitée? C'est que la reine court un grand danger dans cette maison. Pour l'amour du ciel, madame, sortons. Enfin, allez-vous me dire? Pensez-vous qu'on vous ait reconnu? Oh, sûrement pas. Aussi, je n'ai pas l'intention de partir. Qui que vous soyez, madame, je vous en conjure, aidez-moi à convaincre la reine de fuir cette maison. Dès que vous serez saine et sauve, je vous promets de m'expliquer. Sans doute vaut-il mieux partir, puisqu'en effet, de toute façon, nous avons manqué l'essentiel. Bien, bien. Allons-nous-en. Merci, madame. Venez vite. Ah. Oh. Eh bien, monsieur Rétaux de Villette, pour vous qui êtes journaliste, vous avez trouvé ce soir un beau sujet d'article. Comment cela? Voulez-vous que je vous en donne le sommaire? Vous pourriez écrire ceci: du danger qu'il y a de n'être sujet d'un royaume dont le roi est gouverné par la reine et la reine gouvernée par ses crises. Et la Bastille? Elle n'est pas faite pour les chiens. Et les anagrammes, ils sont faits pour les chats, peut-être? Aucun censeur royal ne peut vous empêcher de raconter l'histoire du prince Silou et de la princesse Etenyotna, souverain de Narfek. Mais, mon cher monsieur, c'est vous qui devez raconter cela. Hélas, je ne suis pas doué pour la littérature. J'ai quelques idées, mais mon talent s'arrête là. Avouez pourtant qu'un chapitre intitulé « Des crises de la princesse Etenyotna » chez le fakir Remsem, cela ferait du bruit dans les salons. Votre idée commence à me plaire. À combien tirez-vous vos petits pamphlets d'habitude? 2000. Voici 50 louis. Tirez Etenyotna à 6000. Monsieur, je veux savoir le nom d'un si généreux commanditaire. Vous le saurez plus tard. Un portefeuille viendra prendre chez vous de ma part 1000 exemplaires que je vous paierai 1000 livres. Il ne vous faudra pas plus d'une huitaine, je pense. Oh, pas plus de 72 heures, monsieur. J'y travaillerai jour et nuit. Il faut que ce soit très amusant, n'est-ce pas? Très amusant. À rire jusqu'aux larmes. Et même jusqu'au sang. Datez votre publication de Londres, bien sûr. Adieu, monsieur Rétaux de Villette. Je suis votre serviteur. Marais de Falmouth, 12 pieds. Fowey, 12 pieds, 6 pouces. Marais de Belleuil. Puis-je pénétrer, mon frère? Entrez, monsieur le comte de Provence. Je vous dérange? Non. Si vous avez quelque chose d'intéressant à me dire.
Oh, une médisance de plus ridicule. Contre moi? Contre la reine? Au fait! Mon frère, on dit que la reine a découché il y a 3 jours. Ce serait bien triste si cela était vrai. Dieu merci, cela n'est pas vrai. Quoi qu'en dise un pamphlet abject, une main inconnue a déposé chez moi cette ignominie la nuit dernière. Je viens vous la montrer car il me faut absolument une lettre de cachet contre son auteur. Les crises de la princesse Etenyotna chez le fakir Remsem. Qu'est-ce que cela signifie? Et Na Remsen Silou roi de Narfek. Antoinette, Mesmer, Louis, roi de France. On voit que vous êtes de toute première force au jeu des anagrammes. Vous-même, mon frère. Oh. Mais je vous laisse lire et décider ensuite des mesures qui s'imposent. À mon humble avis, le coupable doit être frappé avec la dernière sévérité. Il y va de l'honneur du roi. Monsieur Rétaux de Villette, sans doute? Oui? Monsieur, je viens remplir une obligation qu'une personne de grande qualité envers vous. Vous êtes l'envoyé du comte de Cagliostro. Je suis soulagé de vous voir. L'Auvergnat est venu chercher les 1000 exemplaires de monsieur le comte pour les porter rue Neuve-Saint-Gilles, mais il n'avait pas l'argent. Donc je m'inquiétais du règlement. À tort, puisque vous voici. Vous avez raison. On ne s'inquiète jamais assez. Surtout quand on fait ce genre de travail, plein d'incertitudes et de dangers. Je vous envie, cela dit, de faire un aussi joli métier. Les crises de la princesse Etenyotna. Chez le fakir Remsem. C'est bien vous, l'admirable auteur? Et l'admirable publicateur, pour vous servir. Je vais vous servir le fond de ma pensée, moi, monsieur. Celui qui a écrit ceci est un misérable, une canaille et un lâche. Monsieur? Oui, misérable folliculaire. J'ignore quelle somme tu espérais pour salaire, mais tu vas recevoir un millier de coups de bâton. Non, si! Tu avais bien raison de te méfier! Laissez-moi passer, monsieur. Rassurez-vous, je le tiens. Lâchez-moi! Tu veux que je t'étrangle? Coquin. Montre nous mettre à l'abri. Nous serons plus à l'aise pour parler à ce buteur.
Messieurs, vous n'allez quand même pas m'égorger. Vous permettez que j'interroge un peu notre ami, monsieur de Maison Rouge? Mais à votre aise, monsieur Tcharny. Merci. Tu avoues avoir écrit et publié cela contre la reine? Ce n'est pas contre la reine. Tu le sens l'auteur de cette infamie. Je ne suis pas un délateur. Les exemplaires de ce pamphlet ont été achetés par le comte de Cagliostro et portés chez lui rue Neuve-Saint-Gilles. Le comte ne m'a pas encore payé. Ah! Eh bien, je vais te payer à sa place! C'est terminé. À vous, chevalier. Non. Oh, il en tient assez. Et je préfère une autre vengeance. Oh, monsieur, pitié, vous me ruinez. Quelle chance! Ma voiture est là qui m'attend. Puis-je vous déposer quelque part? Je m'en voudrais d'abuser de votre temps. Vous l'irez. Après vous. Vous êtes trop bon. Je ne vous ai pas demandé où je devais vous déposer. Rue Neuve-Saint-Gilles. Voyez la coïncidence. C'est également là que je me rends. On m'a dit que c'était la demeure du comte de Cagliostro. Oui, je vais chez lui. La coïncidence est de plus en plus amusante. Je branche chez le même individu. Tiens. Je ne sais pas quelle est votre intention à son égard, mais la mienne est de le tuer. Moi, j'ai simplement l'intention de lui passer mon épée au travers du corps. Nous ne pouvons pas lui tomber dessus à deux. Ce serait contre toutes les règles de l'honneur. Monsieur Tcharny, tout à l'heure, je vous ai abandonné le publicateur. Ayez donc la bonté de me confier l'inspirateur. Oui, vous m'avez laissé donner les coups de bâton pour mieux vous réserver les coups d'épée. Absolument. Et sur ce point, je dois vous dire que ma décision est irrévocable. Mais je ne vous demande pas de la révoquer, car je n'ai pas l'intention de changer la mienne. Monsieur, je suis au désespoir. Je tiens essentiellement à me présenter le premier. Tout ce que je puis faire pour vous, monsieur, est de tirer la chose avec vous à pile ou face. Non, merci, monsieur. Je suis pas heureux à ces jeux-là. Il reste un moyen de nous entendre, monsieur. Et lequel, monsieur? Avant de passer chez le comte de Cagliostro, passons par le bois de Boulogne. Celui qui en sortira vivant pourra tuer le comte tout à son aise. Voilà une solution qui m'enchante. J'ai longtemps vécu à la campagne. Et l'air des bois m'a toujours réussi. Dauphin! Au bois de Boulogne. Tout autre que vous, chevalier, je dirais un mot d'excuse. Nous voilà bons amis. Il y a un brave qui rentre d'Amérique. Et moi, au brave marin qui a conservé le sévère au roi de France, je ne puis dire que ceci. Faites-moi l'honneur de vous mettre en garde.
Êtes-vous certain que nous touchions à la véritable cause de notre querelle? Non, monsieur. Mais il y a un nom illustre que l'honneur nous défend de prononcer. Êtes-vous prêt? Je suis. Puis-je vous demander pourquoi vous me ménagez ainsi, monsieur? Monsieur, la véritable cause de notre querelle est que vous l'avez cherchée. Et que c'est une querelle de jalousie. Le reproche est mérité, je suis dans mon tort. Et je vous présente mes excuses. Les voici. Ah, vous voulez faire le généreux avec moi. Cela vous grandirait aux yeux de certaines dames de la cour, sans doute. Monsieur. Vous voulez tuer Cagliostro pour plaire à cette dame et me tuer moi par le ridicule pour lui plaire encore davantage? C'est un monde de trop, monsieur. Votre cœur n'est pas si bon que je croyais. Il semble que je suis blessé. Si je vous tue, c'est donc moi qui aurai le beau rôle. Vous ne tuerez pas. Vous aurez un rôle stupide. Quand vous aurez été blessé sans cause ni profit. Vous me laissez donc à ce point. Vous voilà satisfait, je pense. Le sort en est jeté, nous sommes ennemis. Merci. Je crois que je pourrais aller jusqu'à ma voiture. Blessure est légère. Blessure est légère. Je serai vite guéri. Et alors, je jure que je ne me battrai plus jamais avec vous. Monsieur le lieutenant de police, expliquez-moi comment on peut, à Paris, publier de pareilles infamies contre la reine. Nous connaissons l'auteur, sire. Un gastier de 2e ordre, nommé Rétaux de Villette.
L'ordre d'écrou est tout préparé. Mais non exécuté. Je peux me retirer, mon frère. Restez, puisque vous êtes venu. Parlez vite et net, monsieur de Crone. À la vérité, sire, peut-être vaut-il mieux payer le gastier et l'envoyer se faire pendre ailleurs. Il semble bien que les faits qu'il rapporte soient dans leur ensemble exact. La reine est allée chez monsieur Mesmer. Je le sais, elle me l'a avoué. C'est un malheur, mais elle n'est pas perdue pour cela. Sire, la reine chez Mesmer, au milieu de gens équivoques, attire les prétendus miracles de ce charlatan. La reine seule, et en proie à une de ces fameuses crises. Vous vous trompez, monsieur de Crone. La reine s'était fait accompagner. Et elle n'est même pas entrée dans la salle où se trouve le célèbre baquet. Messire, mes agents l'ont vu. Ils ont noté tous ces faits. La parole de la reine ne vaut-elle pas celle de vos agents, monsieur le lieutenant de police? Certes, monseigneur. Il y a là simplement un fait que je ne puis m'expliquer. Monsieur de Crone, vos agents certifient que la reine était seule. Ah oui, sire. La reine, elle, affirme qu'une personne l'accompagnait. Une personne du sexe féminin? Une personne en qui la reine place une confiance absolue et que toute la cour partage, à commencer par moi. Mademoiselle André de Tavernay. Ah, mon cher chevalier. Ah, tu tombes à pic, je suis de très bonne humeur. Oh, contrairement à toi, ce qu'il paraît. Mon père... Oh, tu exagères, hein. Tu la compromets. Mais de qui voulez-vous parler? Ah, parce que tu crois que je ne suis pas au courant de vos frasques au bal de l'opéra? Ne te fâche pas. On t'a vu avec ton domino bleu. Oui, c'est Richelieu qui me l'a dit. Il y était. Tu te rends compte? À 84 ans. La reine était au bal de l'opéra? Non, ne fais pas l'âne, s'il te plaît, hein. Elle s'est découverte juste le temps qu'on la reconnaisse. Ah, ça? Ça, c'est une femme qui a de l'audace. Il faut qu'elle soit folle de toi. Mais prends garde aux jaloux, hein. Alors, tu demandes tout de suite une charge très grande pour toi. Et pour moi, une lieutenant générale pas trop loin de Paris. Dans 2 ans, tu me feras demander... Assez, mon père, assez. Mais non! Il faut pas te le faire quand il est chaud, hein. Tu es plus malin que je ne pensais, hein. Alors, tu fais comme Potemkin, avec les favoris de Catherine la Grande. Tu élèves ton successeur à la brochette, et au suivant, et ainsi de suite. Eux, ils passeront, mais toi, tu resteras. Bien joué, mon fils. Mon successeur? Eh ben, Charny. Ouais, tout le monde est au courant qu'elle est folle de lui. Et toi, tu le ménages, tu le dorlotes. Seulement, c'est avec toi qu'elle va au bal de l'opéra. Ah, bien joué, chevalier. Monsieur, j'élève si bien mon successeur à la brochette que je viens de lui passer mon épée au travers du corps. Quoi? Cette fois, je vais me battre ailleurs, et comme cette fois-ci, l'adversaire sera plus rude, j'étais venu vous faire mes adieux. Voilà qui est fait. Il n'y avait vraiment qu'une tête dans la famille. La mienne. Asseyez-vous, mademoiselle. J'ai besoin d'un renseignement précis.
Vous êtes bien allé à Paris l'autre soir avec la reine. Oui, sire. Pardonnez-moi ces questions, mais il y a un malentendu et je veux savoir la vérité. Mais je n'ai rien à dissimuler à votre majesté. Bien. Qu'alliez-vous donc faire à Paris? J'ai accompagné la reine chez Monsieur Mesmer, place Vendôme. Mais non. Mais si? Messieurs, permettez-moi de respirer. Car chacun sait à la cour que mademoiselle de Tavernay ignore le mensonge. N'est-ce pas, mademoiselle? Si je mentais, je mentirais mal, sire. Car il est plus naturel pour moi de dire la vérité. Tant de franchise et tant de beauté à la fois, cela n'appartient qu'aux anges. Mais je ne mérite pas tous ces compliments, monseigneur. Êtes-vous convaincu, monsieur le lieutenant de police? Votre Majesté me permet-elle de poser quelques questions à mademoiselle pour dissiper mes dernières inquiétudes? C'est inutile, monsieur de Crosne. Vos agents se sont trompés, voilà tout. Ces messieurs de la police disent avoir vu la reine attachée au baquet de Mesmer. Mais c'est impossible, sire. À peine étions-nous dans l'antichambre qu'une femme a supplié la reine de quitter la maison en lui assurant qu'elle y était en danger. Qui est cette femme? La comtesse de la Motte-Valois. C'est intrigante. Cette mendiante. Et quel danger courait donc la reine? La comtesse pensait que la présence de la reine pouvait être mal jugée dans un lieu où les souffrances réelles et les guérisons ridicules sont données en spectacle. Ma foi, Madame de la Motte-Valois avait parfaitement raison. Et la reine a bien fait de suivre son conseil. Plût à Dieu qu'elle y eût songé plus tôt. Entrez, chevalier. Non, je vous dérange peut-être. Pas du tout. Je vous attendais. Vous m'attendiez. Joseph Balsamo? Prononcez le nom d'une personne qui n'existe plus. Mais il y a 10 ans, ici même. Je vous le dis. C'est un autre homme que vous avez rencontré alors. Mais prenez ce fauteuil, il est là pour vous. Trêve de plaisanterie, monsieur. Mais qui plaisante, chevalier? Deviez vous présenter chez moi quelques heures plus tôt, mais un incident vous a retardé. Dites au comte de Charny de bien soigner sa blessure. Elle est plus grave qu'il n'y paraît. Vraiment, vous ne voulez pas vous asseoir? Vous venez me chercher querelle à propos d'une princesse qui vous tient particulièrement à cœur. Qu'avez-vous donc à me dire? Monsieur, vous avez acheté 1000 exemplaires d'un pamphlet infâme dirigé contre la reine de France. Ils sont ici. Je vous demande donc de me rendre raison, l'épée à la main, de l'insulte faite par vous à la reine. J'insulte la reine en achetant ce pamphlet? Oui, monsieur. Et vous insultez toute la noblesse de France que j'entends représenter. Car lorsqu'on se prétend gentilhomme, on ne répand pas le mensonge et la calomnie. Mensonge et calomnie. J'étais présent chez Mesmer ce soir-là et j'ai vu la reine comme je vous vois, en pleine crise. C'est faux. Vous voulez dire que je mens? Non, je ne peux pas le dire, je le dis. Monsieur, si vous ne tirez pas l'épée, vous allez vous exposer au même traitement qu'a subi le Gastier. Des coups de canne. Voyons un peu votre force à cet exercice. Êtes-vous prêt maintenant à tirer votre épée? Si vous aviez un fusil, comme le jour où vous avez tué ce pauvre Gilbert, aux îles Açores, vous souvenez-vous, quand vous l'avez enfin retrouvé pour venger votre sœur, un assassinat. Allons, défendez-vous!
à des âmes de gentilhomme. Ah, quand vous avez ce mot-là à la bouche, gentilhomme, vous avez tout dit, n'est-ce pas? Et le fusil qui vous a servi contre Gilbert, c'était donc une arme de gentilhomme? Mais qu'est-ce qu'un gentilhomme? Un être supérieur? Alors il lui faudrait la raison, la force, la science. Mais écoutez-vous, enfin. Vous m'avez anéanti, monsieur. Vous sentez-vous mieux? Oui. Avouez donc, chevalier, que vous m'avez cherché une querelle sans fondement. Non. C'est un principe sacré qui m'a conduit chez vous. La défense de la monarchie. Vous qui avez traversé les mers pour défendre une république. Très bien. Je suis venu chez vous pour venger la reine. Car Dieu commande qu'on protège les faibles. Une reine? Vous appelez cela un être faible? Vous êtes un mauvais génie, monsieur. Pourquoi? Parce que je défends l'humanité quand vous défendez la royauté. Vous marchez sur le peuple. Par amour pour la reine, moi, je foule aux pieds votre reine. Par amour pour le peuple. Aimez donc celle qui vous dédaigne, qui vous trompe, qui vous oublie. Mais laissez-moi accomplir mon œuvre. Si grands soient vos efforts, à vous et aux vôtres, vous ne m'empêcherez pas d'aller au bout. Quel abîme me montrez-vous donc? Celui où court la monarchie. Mais vous pouvez encore l'éviter, vous. Non. Je m'y précipiterai avant d'y voir tomber. Celle que vous aimez? Tant pis pour vous, monsieur de Maison Rouge. Comte, je ne sais pourquoi il m'est impossible de voir en vous un ennemi. Je vous demande, je vous supplie de détruire ce pamphlet qui fera souffrir une femme et perdra une reine. Un chevalier, s'ils vous ressemblaient tous, je me joindrais à eux, ils seraient sauvés. Encore une fois, accordez-moi cette grâce. Ils sont à vous. Merci. Combien de loups avez-vous tué? 7, ma chère sœur. À 100 livres la tête, j'ai gagné 700 livres. Monsieur le louvetier est en train de me les compter. Plus une tasse de chocolat que je vous compte, moi. Séance tenante. Pour ma part, je donnerais bien 200 livres par tête de gastier. Pas vous, ma sœur? C'est Provence qui vous a informé? Bien sûr. Vous savez qu'il veille sur votre réputation plus jalousement que sur celle de ses maîtresses. Enfin, vous voilà sauvé du baquet de Mesmer et de l'affaire du bal. Quel bal?
Mais le bal de l'opéra? Qu'est-ce que cette histoire encore? Vous n'étiez pas au bal de l'opéra? Mais jamais. Pardon, ma sœur. Vous voulez vous amuser de moi? Vous y étiez puisque je vous y ai vu. C'est trop fort. C'est ce que je me suis dit. Mon ami, vous savez que la patience n'est pas ma principale vertu. Je vous demande, devant mademoiselle de Tavernet, de me retirer ce que vous venez de dire. Enfin, ma sœur, j'étais avec Richelieu et Calonne quand vous avez ôté votre masque un instant. J'ai couru vers vous, mais le domino bleu qui vous donnait le bras vous a entraîné. Vous me rendez folle. Quelle heure était-il, s'il vous plaît? Entre 2 et 3 heures du matin. André? La reine et moi sommes rentrés directement de chez Mesmer à Versailles. Nous étions ici à minuit et demi. Mais nous sommes tous fous, alors. Et votre frère aussi, mademoiselle? Mon frère était au bal de l'opéra. Mais parfaitement. Quant au domino bleu qui vous donnait le bras, tout le monde a pensé que c'était le neveu du bailli de Suffren. Le comte de Charny? Charny, oui. Bien, nous allons chez le roi. Faites chercher votre frère, trouvez le comte de Charny. Nous verrons bien à la fin lequel de nous se moque de l'autre. Qu'on vous ait enfin trouvé. La reine vous cherche partout. Venez vite. Dans votre état, vous êtes fou. Êtes-vous capable de dire la vérité, monsieur de Maison-Rouge? En tout cas, madame, je me crois incapable de mentir. Dites-nous donc, franchement, si vous m'avez vu au bal de l'opéra. Oui, madame, entre 2 et 3 heures du matin. Et vous, monsieur de Charny? Il paraît que vous m'accompagniez d'un domino bleu. Je n'accompagnais personne, madame. Et j'étais en domino rouge. J'ai reconnu la reine lorsqu'elle a ôté son masque. L'espace d'un instant. Mais ce n'est pas vrai, sire. Ils se trompent. Tous. Vous vous trompez, monsieur de Charny. C'était samedi, ce bal, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Eh bien, qu'ai-je fait samedi? Samedi, madame? Samedi, messieurs? Mais oui, samedi, mon frère. Mais il suffit de poser la question à votre femme de chambre. Elle se rappellera bien vers quelle heure je suis entré chez la reine. Il était 1 heure du matin. Je vous ici. Bien, messieurs, il faut que nous achetions tous des lunettes. Sire, je vous baise les mains. Allons voir les chiens, Charles. Venez avec moi, mon frère. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Est-ce que vous n'accompagnez pas le comte d'Artois, monsieur de Maison-Rouge?
croirait-on qu'il se passe de si misérables choses à la cour de France, monsieur? Oh. Comme je vous envie de courir les océans. On nous parle de la cruauté des flots et pourtant, voyez, le soleil et le froid vous ont meurtri. Les Anglais vous ont envoyé leur mitraille, mais vous êtes sains et saufs. Madame, Ah, bénis soient vos ennemis qui ne vous menacent que de mort. Pour moi, chaque tempête de calomnie abrège ma jeunesse. Je dois courber la tête comme une coupable devant mes amis eux-mêmes. Vous venez d'assister à ce spectacle effrayant. Ah, mon Dieu. Qu'ai-je fait pour attirer toute cette haine sur moi? Qu'avez-vous? Il fait trop chaud? André, ouvre la fenêtre. Oui, madame. Madame, c'est que je dois prendre mon service auprès de Monsieur de Suffren à 2 heures et... à moins que la reine ne m'ordonne de rester. Nous savons ce que c'est qu'une consigne. Vous êtes libre. Il ne me croit pas, André. Il croit que le roi est venu à mon secours. Je veux pourtant qu'il me croie, au moins lui. Voyez, mon frère, cet homme a perdu connaissance. Charny, allez chercher un docteur. Une blessure? Diable! Les lèvres sont fraîches. Le sang vermeil. Cette blessure n'a pas 24 heures. Sire. Le ciel m'envoie point pour vous porter secours, comte. Vous avez là une vilaine blessure. Ce n'est rien, sire. Juste une vieille égratignure qui s'est ouverte ce matin à la salle d'Armac. Que votre majesté me permette. Cet homme-là n'est pas en état de rentrer chez lui. Je veux que l'officier qui nous a conservé le sévère reçoive les meilleurs soins. Conduisez-le chez le docteur Louis. Il restera à Versailles jusqu'à sa complète guérison. Et doucement, s'il vous plaît. Je m'intéresse personnellement au sort de ce gentilhomme. Ne craignez rien, sire. Je suis sûr que ce beau marin sera vite sur pied. Une telle femme peut-elle accepter l'amour d'un tel homme sans se compromettre définitivement? André, désespéré, pourra-t-elle endurer en silence une telle souffrance? Est-ce bien la femme qu'il adore que Charny aperçoit la nuit dans le parc de Versailles en compagnie du cardinal de Rohan? Peut-on croire en la parole de la reine de France et à l'aveu d'une passion partagée? Actionnée par Cagliostro, la fatale machine va-t-elle se mettre en marche? Vous le saurez dans le prochain épisode de La Comtesse de Charny.